Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. La Russie est en deuil à la suite de ce massacre perpétré dans une salle de spectacle près de Moscou où au moins 137 personnes ont perdu la vie. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. C'est à se demander qui est derrière cette attaque sanglante-là. Ça a été revendiqué d'une part par l'État islamique, mais la Russie a une autre version. Ouais, ben c'est assez, en fait, moi, ça me fait penser à une série d'événements, c'est-à-dire 2001. On le sait, il y a l'attentat du 11 septembre, et les Américains, finalement, veulent y voir la patte de Saddam Hussein d'une manière ou de l'autre, parce que dans leur schéma stratégique déjà établi, le vrai méchant, c'est Saddam Hussein. Donc, on passera par Oussama bin Laden, on passera par les talibans, mais à moyen terme, l'idée, c'était de dire que les vrais coupables, c'était les Irakiens de Saddam Hussein. 2004, on le voit en Espagne, l'attentat de Madrid, les attentats de Madrid. Que dit le pouvoir immédiatement? C'est la faute de l'ETA. Donc l'ETA, c'était les indépendantistes basques, la frange terroriste des indépendantistes basques. Et qu'est-ce qu'on voit après? C'est les islamistes. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mais Poutine est à ce point enfermé dans le choc, la guerre en Ukraine, qu'il décide d'expulser symboliquement la possibilité de l'attentat islamiste. Et de l'autre côté, en Occident, on est à ce point obsédé par l'anti-poutinisme qu'on évacue aussi la possibilité que ce soit des islamistes et on se dit, ben en fait, c'est Poutine qui l'a fait. Donc nous, on accuse Poutine, Poutine accuse les Ukrainiens, et pendant ce temps-là, les islamistes disent, mais c'est nous, mais prenez-nous au sérieux, c'est nous. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la difficulté, pour ne pas dire l'incapacité, des élites occidentales à prendre au sérieux durablement la menace islamiste. C'est-à-dire, objectivement, et là c'est compliqué parce que la Russie, c'est pas nous, c'est le moins qu'on puisse dire. La Russie a agressé l'Ukraine, la Russie, c'est pas nous, mais la Russie, c'est, si on va au-delà du conflit ukrainien, c'est un peu nous. C'est-à-dire, c'est l'espèce d'ambiguïté dans le rapport du monde occidental à la Russie. En Russie, on le sait, il y a deux grands courants identitaires qui se questionnent sur l'identité du pays. Il y avait ce qu'on appelait les occidentalistes, pour qui la Russie devait être finalement un pays d'Europe parmi d'autres. Et il y a les slavophiles qui disent la Russie a sa propre civilisation. La Russie, ce n'est pas l'Occident. OK? C'est pas l'Occident, mais c'est un peu l'Europe. Et c'est un peu la chrétienté aussi, donc l'héritage du monde chrétien. Donc quand on pense à tout ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Russie, dans les circonstances présentes, c'est l'adversaire du monde occidental, c'est l'ennemi de l'Ukraine. Dans les circonstances présentes, on est incapable de s'identifier à eux. Mais les islamistes disent un instant, vous êtes dans le même camp, vous êtes le monde chrétien, parce que c'est dans la revendication de l'attentat par l'État islamique, c'est nous voulons frapper, tuer des chrétiens, en fait, nous voulons terroriser les chrétiens. Et dès lors, tuer des chrétiens, mais on les tue comme on les a tués à New York, comme on les a tués à Madrid, comme on les a tués à Londres, comme on les a tués à Paris, comme on les a tués à Nice, et comme on les tue à Moscou. Donc, et là, ça nous ramène au philosophe Julien Freund, qui disait « Ce n'est pas vous qui désignez l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Vous avez beau ne pas avoir d'ennemi, ne pas vouloir d'ennemi, considérer que l'ennemi, c'est mal, c'est une catégorie réactionnaire de droite, là, mais l'ennemi, s'il vous désigne, il va venir vous... » Et c'est la formule de Julien Freund qui disait « Même si on veut se fuir l'ennemi, il va venir vous tuer jusque dans votre jardin. » Et bien là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, l'ennemi? Il frappe dans les boîtes de nuit, il frappe les rave parties, comme on l'a vu en Israël, il frappe les salles de spectacle, il frappe les salles de concert. Et je pense que cette séquence-là nous rappelle le caractère central de la menace islamiste pour, je dirais, le monde occidental en général. Emmanuel Macron, d'ailleurs, aujourd'hui, a dit que la branche de l'État islamique qui avait frappé en Russie elle-même avait déjà planifié des attentats possibles en France. Donc, le monde occidental a toujours l'impression que l'attentat qu'il subit, c'est le dernier. Il y en aura plus. C'est tellement horrible que c'est le dernier. Le fait est que le djihad se poursuit dans le monde occidental aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le djihad au quotidien, c'est le djihad au couteau. C'est l'appel lancé par les islamistes les plus radicaux à dire poignardez l'occidental que vous croiserez et vous contribuerez ainsi à l'installation du climat de terreur qui favorise la conquête islamiste du monde occidental. Donc, on traite ça comme des faits divers.
ou alors comme des faits psychiatriques bizarres. Quand il y a une charge, comme on l'a vu à Moscou, là, on dit c'est absolument époustouflant, mais et pas époustouflant, mais terrorisant, mais c'est un élément, mais qui n'est pas appelé à se reproduire. On a toujours l'impression que c'est le dernier attentat, mais ce qui s'est passé à Moscou est déjà arrivé chez nous, arrive à Moscou, et arrivera demain chez nous encore d'une manière ou de l'autre dans le monde occidental. Donc ça nous rappelle en fait que dans notre époque, on a beau se fixer exclusivement sur la Russie comme adversaire, puis je comprends, depuis 2022, la Russie, en voulant reconstituer son empire et son glacis, s'est posée comme adversaire du monde occidental, mais à l'échelle de l'histoire, on pourrait dire que la menace existentielle qui peut-être pas pour les Polonais, peut-être pas pour les Baltes, peut-être pas pour les peuples du pourtour de la Russie, mais pour les Occidentaux en général, l'islamisme demeure la grande menace de notre temps, et c'est une forme de rappel brutal et sanglant qu'on a eu à Moscou vendredi soir. Chez nous, il y a un expert des questions constitutionnelles qu'on a déjà reçu. On le connaît bien, c'est le prof Patrick Taillon, et il a une écoute toute particulière de la part du gouvernement. Ouais, c'est un dossier intéressant dans la presse. Je voulais y revenir. Un portrait de Patrick Taillon. Alors, Patrick Taillon, c'est un intellectuel québécois. C'est un professeur de droit constitutionnel. Et c'est très intéressant parce que depuis 30 ans, le droit au Québec, le droit universitaire, qui prétend s'occuper de la chose publique, c'est principalement occupé on pourrait dire, du droit sous la logique des chartes, les chartes de droit et ainsi de suite. C'était la négation du politique. On cherchait à réduire le politique au nom du gouvernement des juges et tout ça. Et Patrick Taillon, qui est un juriste reconnu, un juriste réputé, et qui parle le langage du droit. Et parler de langage du droit, c'est absolument essentiel pour parler de langage de l'État aujourd'hui. Dire, les sociologues, les philosophes, les politologues proposent des concepts, mais l'articulation de tout ça, c'est sur le plan juridique. Et Patrick Taillon réactive une tradition qui était celle d'Henri Brun, par exemple, et qui était celle de Jacques-Yvan Morin, qui est celle des grands constitutionnalistes québécois qui pensent dans le langage du droit, qui pensent, c'est leur métier, qui pensent la défense du politique. Donc, on est devant un juge, c'est pas un juge, pardonne-moi, un juriste qui ne s'incline pas systématiquement devant les juges. On est devant quelqu'un qui pense le politique et qui voit quelquefois que le droit il peut aller beaucoup trop loin dans sa confiscation du pouvoir au détriment du politique traditionnel, du politique classique. Et là, ça nous rappelle une chose importante, c'est qu'on a, ça c'est le réflexe très québécois, on se méfie des intellectuels dans la vie publique, et je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre pourquoi, parce que les intellos au 20e siècle se sont plus souvent trompés qu'ils n'ont eu raison. Si on faisait l'histoire des intellectuels au 20e siècle, ils adorent presque par défaut de fabrication les régimes autoritaires, les idéologies totalitaires, ils s'ennuient toujours en démocratie, et aujourd'hui, d'ailleurs, ils continuent de se tromper globalement en étant majoritairement woke, en étant majoritairement multiculturalistes, néo-féministes, anti-occidentaux et tout le tralala. Or, avec Patrick Taillon, qui par ailleurs n'est pas un excité idéologique, là, on n'est pas devant, il y a un passé militant. Il était président des jeunes du Parti québécois, donc on comprend que c'est un vrai nationaliste, c'est quelqu'un qui est farouchement engagé pour l'autonomie du Québec et son identité, mais c'est pas un excité. C'est pas un excité, et par ailleurs, ça nous rappelle qu'il y a une manière pour les intellectuels de se lancer dans la vie publique autrement que sur le mode des grands sermonneurs de la gauche pontifiante progressiste. Et Patrick Taillon, par ailleurs, ne le fait pas des marges de l'espace public, mais du cœur du système intellectuel québécois, donc à partir d'une faculté de droit, l'Université Laval, et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est intéressant que la presse souligne la contribution d'un professeur comme Patrick Taillon, qui a joué un rôle dans la conceptualisation juridique des différentes avancées du Québec ces dernières années, loi 21 qui défend les droits du Québec. Je prends la peine d'en mentionner un autre qui est tout à fait remarquable, qui collabore d'ailleurs au Journal de Montréal, c'est Guillaume Rousseau. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On a une école de juristes, en fait, aujourd'hui, qui redécouvre l'objet Québec, qui redécouvre à travers le droit constitutionnel plutôt qu'à travers la logique des chartes, qui redécouvre le politique, qui cherche à marquer la légitimité du politique. Et dans une époque de la tyrannie du droit, c'est mon terme, c'est pas celui de Taillon, je le précise, mais je pense que c'est important qu'on ait des gens de cette qualité qui alimentent le débat public. Donc, je tenais à souligner ici ce bon travail fait dans la presse à propos d'un professeur de l'Université Laval. Et à l'aube de Pâques, on entre dans la semaine sainte. Mathieu, as-tu fait ton carême? J'essaie dans la mesure du possible, je fais ce que je peux pour ne pas être un si mauvais catholique, mais le carême, c'est trop compliqué pour moi. Ce qui nous amène à la question, est-ce qu'il y a encore des fibres catholiques chez les Québécois?
Mais je crois, moi j'en suis convaincu. C'est-à-dire, on demeure. Le catholicisme, comme matrice de civilisation, c'est pas la même chose que le protestantisme, ce n'est pas la même chose que l'islam, c'est pas la même chose que l'orthodoxie. Bon. Et le catholicisme a profondément marqué la culture québécoise. En fait, on ne croit plus en Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus, il y a des gens qui croient, mais la croyance n'est plus un phénomène collectif. La croyance n'est plus un phénomène qui structure nos manières de vivre. Alors que pour nos grands-parents, c'était le cas. Pas nos parents, mais moi, mes grands-parents sont de la génération pour qui le catholicisme était une évidence. Mes parents font partie de la génération qui ont été à la messe jusqu'à 20 ans environ, puis qui ont décroché. Mais qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? C'est la question que beaucoup de Québécois se posent, c'est-à-dire, il y a un besoin de spiritualité qui existe dans notre société, qui est présent. C'est un besoin de spiritualité qui n'est plus pris en charge par le catholicisme, sauf dans les marges. Ça continue d'exister. Les gens vont à la messe de Pâques un peu, vont à la messe de minuit, globalement aiment faire baptiser leurs enfants. Donc, ils savent qu'il y a des rituels importants qui sont associés à cette religion. Ils savent qu'il y a une culture, en fait, une civilisation qui est portée à travers ça. Ils savent que si cette culture s'effaçait complètement, eh bien, ils perdraient quelque chose. Moi, ça m'a toujours marqué, d'ailleurs, même il y a une forme de dissociation linguistique dans le français québécois. On va dire, quand on est très en colère, on va dire « hostie de calice de tabarnak ». Bon, moi, je le dis comme tout le monde. Hein. Mais là, si on demandait aux Québécois qu'est-ce qu'une hostie, qu'est-ce qu'un calice, qu'est-ce qu'un tabernacle, je serais curieux de savoir combien sauraient ce qu'ils viennent de dire. Oui. Mais il n'en demeure... Donc, il y a une forme de dissociation linguistique, de dissociation culturelle. Il n'en demeure pas moins, je crois, que pour la société québécoise, c'est un héritage qui nous questionne, qui nous revient toujours. C'est un héritage qui... Puis d'ailleurs, c'est une formule qu'on prête à... Pas qu'on prête, en fait, c'est de Chesterton, le grand écrivain anglais, qui s'est converti au catholicisme d'ailleurs, et qui dit, lorsque les hommes cessent de croire en Dieu, ils n'en viennent pas à ne croire en rien. Ils viennent en croire en n'importe quoi. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans des 50, 60 dernières années. Nous sommes passés du Christ au Christo, hein, c'est-à-dire on est passé du Christ au New Age. On a toujours besoin de croire en quelque chose, mais c'est une spiritualité dispersée, quelquefois d'ailleurs, qui me frappe beaucoup plus naïve que le catholicisme de nos grands-parents. Tu sais, on a quelquefois, on se prend pour des grands sceptiques, nous, des grands esprits rationnels, des grands esprits qui ne se laissent pas bluffer par la religion d'une manière ou de l'autre, mais quand on adhère aux espèces de spiritualité contemporaine, elles sont 1000 fois plus naïves et 1000 fois plus primaires que les doctrines auxquelles nous étions invités à croire autrefois. Donc, c'est la Semaine Sainte. Dans quelle mesure sommes-nous encore catholiques? Je n'en suis pas certain, mais je pense que ça nous travaille encore culturellement, ça nous travaille encore civilisationnellement, mais ça ne nous travaille plus spirituellement. Est-ce que dans un siècle, il en sera encore de même? Ce qui est certain, c'est que c'est un héritage qui nous travaille et qu'on ne peut pas sacrifier sans se sacrifier un peu nous-mêmes. Amen. N'est-ce Merci pas? Mathieu. Bon épisode à toi.